Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la classe de maître compétiteur d'Investissement Québec. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication, et j'animerai la rencontre de ce matin. Nos classes de maître s'inscrivent dans le cadre de notre initiative Compétiteur qui vise à encourager les entreprises à intégrer des technologies propres et des pratiques éco-responsables, convaincus que nous sommes que ceci les rendra plus compétitives tout en contribuant à réduire leur empreinte environnementale. Et évidemment, c'est aussi aujourd'hui un avantage concurrentiel important par rapport à la concurrence et une façon d'attirer et de retenir la main-d'œuvre. Donc, que des avantages. Aujourd'hui, nous parlerons de traçabilité. De plus en plus, les entreprises doivent faire preuve de transparence auprès des donneurs d'ordre et des consommateurs et témoigner du caractère durable et responsable de leurs pratiques d'affaires et de leur chaîne d'approvisionnement. Nous recevrons donc pour en discuter aujourd'hui Martin Lucier, entrepreneur et investisseur en technologie propre, et Florent Bouguin, chef de la direction technologique chez Groupe Optel. Mais avant de passer à notre sujet principal, je vous invite, ou j'aimerais plutôt vous présenter notre nouveau champion vert, Erex Industries. Comme certains d'entre vous le savez, nous avons maintenant des champions verts, c'est-à-dire des entreprises que nous avons choisies pour le développement audacieux des technologies propres qu'elles développent et qui leur permettent de se démarquer dans leur marché. Nous avons jusqu'à maintenant annoncé 8 champions verts: GHG Sat, Flow Adénergie, H2O Innovation, Lion Électrique, Solum, Ferme d'hiver, Trigo Énergie et PyroWave. Sans plus tarder, je vous invite à écouter la vidéo de notre nouveau champion vert, Erex Industries. Nous avons développé une technologie de carbonisation de biomasse qui permet de fabriquer deux produits. Le premier, le biocharbon, permet de remplacer le charbon bitumineux dans les centrales thermiques alimentées au charbon. Le deuxième, qu'on appelle le biochar, est un amendement de sol qui permet de stimuler la croissance des plantes et qui permet aussi de stocker le carbone dans le sol pendant plusieurs centaines d'années. Nous offrons ainsi deux solutions pour freiner les changements climatiques. On réduit les émissions de gaz à effet de serre avec le biocharbon, car le biocharbon est un combustible carbone neutre et renouvelable. Et on vient retirer du CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans le sol avec le biochar. Erex Énergie est un SMH de l'entreprise Erex Industries, qui est un manufacturier de dépoussiéreurs industriels. À l'époque, Erex Industries recevait beaucoup de demandes de ses clients pour remplacer leur combustible d'origine fossile par un combustible renouvelable. Je me suis joint à l'entreprise en 2011 avec pour objectif de commercialiser cette nouvelle technologie qu'on a appelée CarbonFX. Notre procédé est basé sur des réacteurs cycloniques qui permettent de carboniser la biomasse à haute température en quelques secondes seulement, contrairement à 30 minutes pour des technologies concurrentes. Notre réacteur est simple, facile à fabriquer et très performant. De plus, notre système est très efficace au niveau énergétique puisque nous récupérons toute l'énergie du procédé pour pressécher la biomasse. Notre vision, c'est d'avoir un impact réel pour freiner les changements climatiques. Actuellement, notre capacité de production n'est pas suffisante pour combler les besoins de nos clients. Nous allons donc construire au cours des prochaines années plusieurs nouvelles usines ici au Québec, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Nous avons fait des alliances avec plusieurs partenaires pour accélérer le déploiement de notre technologie. Nous sommes donc prêts pour cette nouvelle phase de croissance d'Erex Énergie. Merci beaucoup à l'équipe d'Erex d'avoir accepté de s'associer à notre initiative et bravo pour votre leadership et vos innovations. Sur ce, place à nos invités. Je suis en compagnie de Martin Lucier, entrepreneur et investisseur en technologie propre. Bonjour Martin. Bonjour. Et Florent Bouguin, chef de la direction technologique chez Groupe Optel. Bonjour Florent. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons structurer notre événement de ce matin en deux parties. Tout d'abord, dans un premier temps, chacun d'entre vous allez présenter pendant environ 5 minutes
mettre en contexte en fait votre expertise, votre savoir et les notions de traçabilité évidemment. Et ensuite se poursuivra un échange durant lequel j'aurai quelques questions et que nous prendrons les questions aussi de nos participants. J'invite d'ailleurs tous les participants à inscrire leurs questions. Vous pouvez le faire tout le long de la présentation de Florent et Martin en inscrivant vos questions au bas de votre écran dans la case réservée à cet effet. Pour votre information, l'événement est enregistré et sera disponible en réécoute. Et sans plus tarder, Martin, je vous passe la parole. Bonjour, je m'appelle Martin Lucier. Je suis ici parce que j'ai été impliqué pendant près de 20 ans dans une entreprise qui fabriquait des pièces d'automobile en plomb. Le plomb, évidemment, est un métal toxique, alors on s'est assez rapidement lancé dans un projet pour l'éliminer. Plusieurs trouvaient notre objectif insensé parce que depuis toujours, en fait, ces pièces-là étaient fabriquées en plomb. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs. On avait, par exemple, d'abord commencé avec le zinc pour plutôt se réorienter après vers l'acier. Ça a aussi été long, puisque entre l'idée et le moment où ça a vraiment décollé, il y a eu à peu près 15 ans là, de travail quand même assez intense. Mais au final, je peux dire que ça a été une expérience très positive. Tout d'abord parce que ça s'est avéré un projet très rassembleur pour l'équipe là, qui était contente d'innover, mais aussi d'agir pour l'environnement et la santé publique. Ça a aussi été très positif parce que notre perception dans le marché a changé après qu'on a réussi là, à offrir une gamme complète de produits sans plomb. On était maintenant perçus comme des innovateurs. Et ça, ben, ça nous a permis de décrocher plusieurs contrats importants à l'international, dont le plus gros contrat de notre avis là, de l'entreprise. En fait, on exportait déjà la majorité de notre production, mais d'être les premiers en Amérique du Nord à offrir une gamme complète là, de produits sans plomb, ça nous a permis d'intéresser des joueurs plus gros et de nous ouvrir des portes qui jusque-là nous avaient été fermées. En somme, si au début ça peut paraître difficile là, de changer des façons de faire établies, parfois ancrées profondément dans l'entreprise, une fois qu'on est lancé dans l'expérience, c'est habituellement positif à tous les niveaux. Euh, il y a 5 ans, j'ai vendu l'entreprise, mais je suis resté impliqué dans les questions environnementales en investissant dans des entreprises en démarrage dans le domaine des technologies propres. Ce sont principalement des entreprises qui proposent des solutions concrètes aux enjeux climatiques là, et environnementaux dans des domaines comme l'énergie, la chimie, l'agriculture et le transport. Ma grande surprise lorsque j'ai débuté, ça a été de constater que non seulement il y a une grande quantité, mais aussi une grande qualité là, d'entrepreneurs et d'entreprises dans ce domaine-là. Malgré ce foisonnement, je dois malheureusement dire que ça reste difficile là, pour les entreprises en technologie propre de percer, même dans un contexte là, de crise climatique. Je constate qu'il y a encore beaucoup de réticence, je dirais même trop de réticence de la part des entreprises établies à changer leur façon de faire. Ben, c'est ça, parce que je suis passé par là, à travers le processus d'élimination du plomb dans nos produits, ben, je me permets de vous demander d'oser. Puis je vous invite à vous intéresser aux technologies propres, mais de façon plus large, à passer à l'action pour contrer la crise climatique. Je pense que Florent, à qui je vais céder la parole dans un instant, va vous présenter des technologies très intéressantes là, pour aller dans ce sens-là. Donc, Florent, à toi. Merci Martin. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Rapidement, quelques mots sur Optel. Optel est une compagnie privée basée à Québec en fait, puis ça fait un peu plus de 30, presque 35 ans qu'on est en affaires.
On est une compagnie de haute technologie, puis notre président a créé la compagnie pour changer le monde par les hautes technologies. C'est vraiment notre mission, c'est ce qui nous motive tous les jours, c'est ce qui me motive moi personnellement pour travailler chez Optel. Puis comment on peut arriver à changer le monde par les hautes technologies? Ben, une des réponses, c'est la digitalisation des chaînes d'approvisionnement par la traçabilité. Pourquoi vous me direz ça? Ça amène de la visibilité sur les chaînes d'approvisionnement, puis ça amène de la transparence. Et on le sait tous, on en a énormément besoin pour avancer comme société et comme business. Optel aussi en quelques mots, c'est un peu plus de 600 employés à travers le monde, donc sur plusieurs sites d'opération. Puis ce que je voulais vous partager, c'est on a une trentaine de pays de présence à travers nos différents bureaux de vente et bureaux d'intégration. Pourquoi? Parce que les chaînes d'approvisionnement sont globales et donc on a des nœuds dans les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. On se doit d'être proche de ces nœuds, de cette régionalisation pour comprendre les problématiques locales, territoriales, pour ensuite être capable d'amener de la valeur. Je voudrais utiliser cet exemple à travers l'histoire d'Optel pour commencer à vous parler de certains cas d'utilisation et certains avantages que la traçabilité peut vous amener. En fait, Optel a commencé il y a, comme je vous dis, 33 ans dans le pharmaceutique. OK, c'est une industrie dans laquelle on est, les sciences de la vie, mais pourquoi, vous me direz? Oubliez pas la mission d'Optel, puis on s'est dit on peut aider les êtres humains sur la planète. Comment? Grâce à la traçabilité sur les chaînes d'approvisionnement, on peut lutter contre la contrefaçon. On peut s'assurer que les médicaments qui sont disponibles, qui sont distribués, ne sont pas contrefaits. On peut détecter les anomalies dans la chaîne d'approvisionnement. Premier cas d'utilisation. Deuxièmement, la digitalisation des chaînes d'approvisionnement peut permettre de réduire les pénuries. Et vous le savez tous que dans le pharmaceutique, dans les médicaments, c'est un problématique majeur. Peut-être pas au Canada, mais dans d'autres pays du monde, c'est certain. Donc on a avancé vers ces 2 use cases, puis on a grandi, on a compris la menace des changements climatiques et lorsqu'on a compris cette problématique planétaire, on s'est dit: «Mais comment on peut aider? Comment la digitalisation des chaînes d'approvisionnement par la traçabilité peut aider?» Et on s'est rendu compte qu'en traçant un produit de bout en bout, on est capable de mesurer son empreinte carbone authentique, la vraie empreinte carbone, le scope 1, 2 et 3. On a la on est agile. Et là, on a foncé là-dedans. Donc là, on est allé dans toutes les industries de produits de consommation qui sont des grands émetteurs de GES. Puis enfin, le dernier grand axe et un autre cas d'usage que je voudrais vous parler de la traçabilité, c'est en fait, on s'est dit, ben, on peut essayer d'aider à réduire les changements climatiques, enfin les émissions de gaz à effet de serre, pardon. On peut, mais est-ce qu'on a assez de ressources sur la planète? Est-ce qu'on a assez de ressources dans les limites planétaires d'eau, assez de sable, assez de lithium, cadmium? Puis non, la réponse c'est non. Donc là, on a compris que la traçabilité pouvait aider à l'économie circulaire. Et alors là, on a foncé là-dedans pour mettre en avant, pour s'assurer de donner visibilité au contenu recyclé, pour vous permettre en temps réel d'avoir une visibilité sur vos assets pour justement enabler l'économie circulaire. Donc vous voyez quelques cas d'utilisation qui vous démontrent que la traçabilité, à la fin, amène, je vous dirais, 3 grands axes de valeur pour une compagnie, une business. Vous devez être plus performant. Vous avez besoin de données pour ça. Vous voulez mieux gérer vos inventaires. Vous voulez mieux anticiper votre demande. Vous voulez avoir une visibilité temps réel, où sont vos biens et tout ça. La traçabilité va vous aider. Mais en même temps, cette traçabilité, avec toutes les datas qu'elle a collectées, va vous permettre, comme on l'a vu, de réduire votre empreinte carbone, d'être plus vert, de mettre en avant des pratiques d'agriculture régénératrice ou même de mines durables. Bref, plusieurs exemples là-dessus avec les mêmes investissements. Et troisième axe, la conformité réglementaire locale ou internationale. Vous êtes déjà dans des entreprises qui doivent se conformer à des standards, oui, par exemple, ROHS, Food Safety, sécurité alimentaire, dans le pharmaceutique. Et même, on le voit qu'au niveau environnemental, ça arrive de plus en plus et heureusement. On doit maintenant, on a des taxes
qu'on devra payer entre les différents pays, on devra monter patte blanche en termes d'empreinte carbone. Les standards qui arrivent avec Finance Montréal et l'ISSB, International Sustainability Standard Boards, vont demander à toutes les compagnies de divulguer leur empreinte carbone, leur score en termes de sources d'approvisionnement responsable. On n'a plus le choix, il faut aller là. Puis, je vous dirais comment ça marche, la traçabilité. C'était un peu ce que l'équipe de IQ me demandait aussi. Alors, quelques mots. Et on a besoin d'avoir des données. Ça, c'est la première des choses. Alors, on capture des données à travers toutes ces étapes de la chaîne d'approvisionnement. On peut capturer les données dans une usine en se connectant à un système ERP ou à un système donc, de gestion d'entrepôt. On peut se connecter à des camions, on peut se connecter à des systèmes logistiques. On peut aussi aller chercher la donnée sur une ligne de production avec des automates, avec des systèmes de tracking que vous avez. On peut collecter la donnée dans les mains d'un consommateur. On peut utiliser des uploads de Excel. On peut utiliser des entrées de données manuelles. Bref, il y a plein de façons d'aller chercher, se connecter à des senseurs IoT, des puces RFID. On a cette donnée. Une fois qu'on l'a, on la valorise. On la valorise, c'est une plateforme infonuagique et on la valorise en fonction des axes que je vous ai parlé de durabilité, de performance ou de conformité. Et j'insiste, c'est que cette digitalisation vous permet vraiment de justifier des ROI, des faibles ROI, parce que vous êtes à la fois capable d'améliorer votre profitabilité, comme bien sûr d'aller vers la carboneutralité. Gladys, je t'en prie. Parfait. Alors, merci beaucoup à vous deux. C'était une très intéressante entrée en matière et vous êtes très complémentaires dans l'expertise que vous avez tous les deux. J'enchaînerai avec une question pour vous, Florent. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de cette notion de traçabilité, par exemple, dans une industrie? Tout à fait. Puis, je me permets de vous présenter un écosystème très important pour le Québec et pour le Canada, qui est celui de la batterie. En fait, j'illustre ici une chaîne d'approvisionnement de la batterie. Puis la batterie, c'est intéressant parce que c'est un tissu industriel de plein d'acteurs différents. Il y a des méga compagnies, puis il y a des PME. Il y a tout le monde et il y a les gouvernements qui ont énormément d'intérêt aussi. Pourquoi le secteur de la batterie est si important au Québec et au Canada? C'est parce qu'on a la chance d'avoir la matière première dans notre sol et surtout on est vert, on est durable, on a des bonnes pratiques de gestion d'entreprise, on a de l'hydroélectricité. Donc notre batterie, notre chaîne d'approvisionnement, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement de la batterie sont verts. Ça, c'est un avantage compétitif indéniable. Vous savez contre qui on compétitionne dans cette industrie-là? Puis vous allez trouver des similarités avec vos industries également. Contre la Chine, contre l'Inde dans certains cas. Donc en fait, ces territoires-là sont ce qu'on appelle noirs. Ils utilisent l'énergie fossile. Ils ont également des problématiques en termes de société, je dirais ça, ou de valeurs socio-gouvernementales et éthiques. Donc attaquons ça, c'est notre avantage compétitif. Mais encore une fois, comment on le démontre? Comment on est capable de démontrer hors de tout doute qu'on a des opérations vertes? Eh ben, la traçabilité est un exemple. Donc dans une batterie, dans une chaîne d'approvisionnement, vous avez plein d'acteurs qui connectés entre eux à travers un réseau. Vous avez les grandes minières ou les petites minières. Je pourrais nommer des compagnies comme Nouveau Monde Graphite qui utilisent la traçabilité pour avoir l'empreinte carbone temps réel de leur sac de graphite qui sort de l'usine. Ils sont les premiers à avoir ça. On peut parler de différentes fonderies. Vous connaissez des fonderies, la fonderie à Rouen-Noranda, la fonderie Horn, utilise des technologies de traçabilité pour s'assurer de l'index recyclé des matériaux, pour mesurer aussi ces émissions de gaz à effet de serre. Je pourrais vous parler des fabricants de composants qui arrivent ou des fabricants de batteries. On a vu beaucoup d'annonces dans les journaux et dans les médias ces temps-ci. Tous ces gens-là sont connectés ensemble ou vont l'être, ont un intérêt à aussi partager les données. Ils ont un intérêt pour leur propre business. La traçabilité peut être adaptée dans leur environnement, mais aussi la traçabilité casse les silos entre les différents acteurs entre eux.
Puis on peut aller jusqu'à des fabricants comme Lyon, par exemple, extraordinaire, le consommateur qui va consommer la batterie, ou même des compagnies de recyclage comme Lithium Recycling qui a des technologies incroyables ici au Québec et qui utilise la traçabilité également pour s'assurer de la visibilité, de la transparence des matériaux recyclés ici. Donc, c'est un écosystème important qui unit plein d'acteurs ensemble, et chacun de ces acteurs-là a un intérêt. Un intérêt, pourquoi, vous me direz? Bah, c'était la diapo que je voulais vous montrer. En fait, la batterie, sachez que c'est en train de devenir réglementé. Encore une industrie qui passe par là. Ça va arriver partout. Donc ici, je voulais aussi mettre en avant le cas d'usage d'une réglementation internationale qui est en train de se mettre en place, motivée par ce qu'on appelle le Global Battery Alliance. Ce que ça vise à faire, à mettre sur le marché un passeport digital de la batterie. Puis en passant des passeports digitaux, là on parle de la batterie ici, mais vous avez des passeports digitaux dans l'alimentaire qui arrive, qui en a même dans certains cas ça existe déjà, dans le pharmaceutique et à plein d'autres endroits. Ce que veut ce passeport digital ici, c'est que chaque batterie est unique. Chaque batterie unique avec son numéro de série, on va pouvoir la scanner et on va pouvoir voir la vraie empreinte carbone, les vrais approvisionnements, les vraies origines de tout son bill of material. On va voir le pédigré de cette batterie-là. Donc, les acteurs n'auront pas le choix de demander, de montrer de la transparence. Et je le redis, pour les acteurs de ce tissu industriel-là, ils ont à la fois des gains de durabilité, et ils ont des gains de performance également. C'est énorme de voir les gains qu'ils sont en train de faire de réduction, simplement en réduisant, augmentant leur efficacité pour réduire une empreinte carbone, par exemple, en mieux gérant la disponibilité des assets, éviter qu'il y ait une machine qui dorme ou un camion qui dort, puis mieux les utiliser. C'est des exemples tout bêtes, en éliminant le papier. Mais ça, c'est des gains de productivité qu'on voit tous les jours dans les entreprises, qu'elles soient des PME ou qu'elles soient des grosses business. Donc, je voulais vous illustrer ceci à travers cet exemple. Très intéressant. Martin, est-ce que vous voulez poursuivre? Parce que l'exemple de Florent était dans le secteur de la batterie, donc automobile, véhicule, qui est un secteur que vous connaissez bien. Oui, effectivement, ben, je pense que la traçabilité est utilisée depuis longtemps là, dans le secteur de l'automobile, puis de l'aéronautique et dans quelques autres secteurs. Mais ce qu'on voit là, c'est vraiment dans le fond qu'on continue. C'est un outil dans le fond qui est utilisé depuis longtemps, mais on commence à l'utiliser à d'autres fins, là, plus environnementales, de responsabilité sociale et tout ça. Et effectivement, là, dans le domaine de l'automobile, ça fait longtemps que c'est des choses qu'on utilise, euh, mais qui évoluent et tout à fait pour le mieux, là. Donc voilà. Effectivement, effectivement. On voit, je pense qu'il y a eu vraiment une évolution, une accélération durant la pandémie. Les gens se sont rendus compte de tous les impacts de ne pas tenir compte de notre responsabilité d'entreprise. Et justement, je parle de l'impact de la pandémie sur le plan de l'évolution de la traçabilité dans les dernières années. Comment ça se traduit? Est-ce qu'on est vraiment en accélération comme j'ai l'impression qu'on l'est, Florent? Ah, tout à fait, Gladys. On est la crise Covid a simplement accéléré un processus qui était déjà en train de se placer. Puis, je prendrai deux exemples là-dessus. Les chaînes d'approvisionnement sont toutes se décarboner. Tout le monde a annoncé des carboneutralités, des plans pour être carboneutre en 2030, 2050, nos gouvernements, nos industries. Mais comment on fait ça? Comment? Ben, une des façons de le faire, c'est justement de d'abord mesurer. Il faut comprendre c'est où le problème. C'est qu'on se mesure, on mesure notre empreinte carbone, puis ensuite, bien, on la réduit, on la contrôle et on se transforme. Eh bien, alors là, on voit la digitalisation permet de faire ça. Et puis honnêtement, si c'était pas la digitalisation, je sais pas comment on le ferait. Donc, première demande, première accélération ici. Tout le monde pousse fort pour se décarboner. Génial. L'autre point que je vois de l'industrie, ben, on a tous vécu et on le vit encore malheureusement des pénuries à tous les jours. On a des problèmes d'approvisionnement à tous les jours. Quand c'est pas un bateau qui bouche le canal de Suez, c'est une guerre qui arrive, c'est terrible. Mais comment,
il faut que tu te transformes. Les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui sont vraiment en train de se re-questionner puis dire notre modèle archaïque, statique, on a besoin d'être résilient, on a besoin d'être rapide, de changer rapidement et encore une fois d'avoir la visibilité. Il faut savoir ce qui se passe pour pouvoir agir. Ben ça, c'est l'autre grand driver que je vois. Alors quand tu combines ces deux-là, carboneutralité et performance, tu peux être sûr que ça accélère la transformation digitale, c'est certain. Tout Et à je fait. rajouterai, si tu Jean, me permets, Gladys, excuse-moi, sûr. l'aspect réglementaire, on l'a dit, puis les ESG ou la socio-responsabilité, on le voit dans les portefeuilles d'investissement. Je sais que dans la salle, il y a plusieurs PME qui cherchent des investissements et tout ça. De plus en plus, c'est demandé par les grands donneurs d'ordre d'être verts. Ils veulent décarboniser leur portefeuille d'investissement. Et ça veut dire que les compagnies dans lesquelles ils vont mettre des sous, on va devoir se conformer, divulguer notre empreinte carbone, nos plans pour le réduire et tout ça. Alors, c'est un must pour développer les affaires. Je t'en prie. Tout à fait. J'en profiterai pour revenir sur un élément que vous avez mentionné, Florent, dans la présentation du départ. Dans l'éventualité où certains des gens, des participants à notre événement ne sauraient pas ce que sont les scopes 1, 2 et 3, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi ça consiste? Donc, ou porter hein, en français. Donc, en fait, l'émission de gaz à effet de serre se partage en trois grandes catégories, les scopes 1, 2 et 3. Les scopes 1, c'est les émissions directes. Donc, je suis une compagnie, je produis dans l'atmosphère par mon procédé industriel, j'émets des gaz à effet de serre. Ça, c'est mon scope 1. C'est cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle scope 1. Par contre, mon scope 2, c'est quoi? C'est que pour produire mes produits, mes biens, j'ai besoin d'énergie. Cette énergie-là, elle arrive aussi d'hydroélectricité, elle arrive d'énergie fossile, donc elle aussi, elle a une empreinte carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle le scope 2. Puis le scope 3, c'est tout le reste. Alors tout le reste, c'est souvent la majorité. C'est-à-dire dans ma chaîne d'approvisionnement, j'ai acheté du matériel. Chaque matériel a eu une empreinte carbone. Bon, ben ça rentre dans mon scope 3. Pour faire ma business, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de prendre l'avion. Ça, c'est du scope 3. Donc vous voyez, le scope 3, c'est en général le plus grand poste budgétaire d'une empreinte carbone. Et c'est le plus dur à réduire. Effectivement. On a moins de contrôle sur ce dernier. Je poursuivrai avec une autre question parce que avant d'aller un peu plus vers les avantages, quoique vous en avez déjà beaucoup parlé, sur le plan, une entreprise qui voudrait implanter un processus ou un projet de traçabilité, à quoi doit-elle s'attendre en termes de durée, de complexité, de ce que ça implique sur ses infrastructures actuelles? Je te dirais, par expérience, c'est un projet c'est une première phase de 3 à 6 mois. Et en fait, quand je dis première phase, c'est que c'est un chemin, c'est une transformation digitale comme je pense qu'on le comprend. Donc, c'est pas vrai de dire que ça dure juste 6 mois, c'est un chemin. Mais par contre, au bout de 3 mois, des 3 premiers mois, on est capable déjà de voir de la valeur et déjà d'avoir une idée du retour sur investissement qu'on a mis. Alors, par expérience, en toute humilité, je nous dirais, commençons par définir un pilote, comprenons la valeur qu'on veut créer, bien sûr, on veut mesurer une empreinte carbone, on veut voir. Puis ensuite, l'étape d'après, c'est de dire, OK, ben, allons chercher la donnée là où elle est pour créer cette valeur-là. Alors là, ça peut être plus ou moins difficile d'aller la chercher. Elle existe peut-être pas déjà, premièrement, ou elle existe, mais elle est cachée quelque part. Et là, on rentre dans un processus de digitalisation d'une entreprise qui est un avantage compétitif. Je l'ai dit tout à l'heure et je leur dis, la première étape, on élimine le papier. On va automatiser des tâches. Certaines entreprises sont déjà à un niveau d'automatisation incroyable. Génial. Il y en a d'autres, puis c'est correct, c'est qu'ils sont à un autre niveau, ben ça fait rien. On commence humblement. Et là, il y a différents niveaux de traçabilité. Puis on va avoir des index en place. On va se rendre compte de coins obscurs dans nos opérations. C'est triste à dire. Des fois, je le dis souvent, on n'est pas 100% transparent. Enfin, on voit pas tout. On voit pas tout sur une chaîne d'approvisionnement, mais on sait qu'on voit pas. C'est ça qui est important, c'est de savoir que, oh, à cette place-là, c'est obscur. Je sais pas ce qui se passe. Ben, c'est parfait. Tu as un risque. Veux-tu y aller? Hop, et on creuse là-dessus. Donc, on est capable d'adapter finalement tout ce processus-là en fonction de différentes maturités et la création de valeur. Hein. J'insiste là-dedans, c'est pour ça que j'aime des projets courts, parce qu'on ne s'embarque pas dans une transformation TI ou l'implémentation d'un système ERP qui prend des années ou des mois et puis qui est compliqué, qui est douloureux.
C'est très rapide. Ce sont des technologies qui sont faites pour ça, qui sont faites pour se connecter à tous les enjeux qu'il y a et rapidement créer de la valeur. Donc, c'est ce que je vois et ce que je partagerai en toute humilité avec les gens. Mais sachez qu'il faut avoir un roadmap, hein, parce que c'est pas une fin en soi de faire cette transformation pour 3, 6 mois. Il faut avoir une vision de compagnie, il faut avoir un but et on définit des métriques, des résultats qu'on va atteindre après 3, 4 mois et on se suit. Puis on a l'honnêteté de des fois tuer des projets ou au contraire d'en accélérer d'autres. Très bien. Martin, Florent a abordé un peu la question des attentes des investisseurs, domaine que tu connais très bien. Qu'en est-il actuellement? Comment se matérialisent les attentes des investisseurs? Est-ce qu'on voit vraiment, je crois que oui, mais comment on voit l'évolution de l'intérêt? Est-ce que on voit maintenant, par exemple, que des investisseurs refusent de financer certaines entreprises parce qu'elles ont une empreinte environnementale ou un manque de responsabilité d'entreprise? Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une réalité maintenant. Là, euh, ce qui est important dorénavant, c'est de démontrer ce qu'on fait. Là, c'est pas juste de faire des promesses, mais d'être capable de le démontrer, comme le mentionnait Florent. Et puis effectivement, je pense que les investisseurs, tu sais, en fait, personne va investir dans des actifs qui risquent d'être rendus désuets là, par la crise climatique. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre chose, c'est que la plupart des grands investisseurs institutionnels ont maintenant tous des politiques là, de finances durables et d'investissement responsable. C'est d'ailleurs le cas maintenant chez Investissement Québec. Donc ça, c'est des choses là, qui sont une réalité maintenant. Là. Je pense que c'est plus quelque chose qui s'en vient, mais c'est déjà là. Alors c'est important pour les entreprises de commencer à se préparer à ça. Puis aussi le fait que la crise climatique crée des opportunités. Bon, je pense l'opportunité d'être le premier dans son industrie, par exemple, à avoir une empreinte carbone très faible ou tout simplement là, de bénéficier des crédits compensatoires de carbone. Là. Donc, ça, il y a toutes sortes d'opportunités là, qui émergent en fait de ça. Donc, je pense que c'est le genre de choses là, que les investisseurs regardent maintenant et auxquelles les entreprises doivent être attentives. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une bonne réceptivité des entreprises? Est-ce qu'elles sont assez, et je continuerai avec vous, Martin, est-ce qu'elles sont assez conscientes des enjeux et réagissent suffisamment rapidement? Ben, je pense qu'elles sont conscientes des enjeux. Est-ce qu'elles réagissent suffisamment rapidement? J'en suis pas encore convaincu. Dans certains secteurs, oui, je pense que c'est une réalité, mais ça devrait être partout et je pense que c'est pas encore le cas. Là, donc, j'en appelle à tous à prendre ça très très au sérieux. Je pense que c'est ça, on est vraiment au point là où le financement sera plus juste, plus difficile, mais sera peut-être même impossible là, pour ceux qui portent pas attention là, à tous les facteurs, pas juste environnementaux, mais aussi sociétaux et de gouvernance. Donc c'est assurément des choses à avoir sur le radar pour tous. Puis il y a un effet d'entraînement aussi. Parmi les premiers, il y a eu les grands fonds d'investissement internationaux qui ont donné le pas, mais maintenant, on sent de plus en plus que la pression est aussi sur les investisseurs pour qu'ils tiennent compte de toutes ces questions. Qu'en est-il des donneurs d'ordre? Est-ce que les grands clients internationaux, je pense que la réponse est oui, mais concrètement, comment on sent leur intérêt, la pression qu'ils mettent de plus en plus et la pression qu'ils ont eux-mêmes dans les produits qu'ils vendent aux consommateurs? Martin, à nouveau. Oui, ben je pense qu'ils sont un peu le catalyseur là, des tendances. Parce qu'ils sont souvent près des consommateurs, je veux dire, ceux qui sont à des étapes subséquentes là, de la chaîne d'approvisionnement sont peut-être moins en contact avec les consommateurs, sont aussi proches des régulateurs. Donc, je pense qu'en ce sens-là, ils sont un peu le catalyseur et
vont souvent être les premiers là, donc à imposer des normes, arriver avec des demandes qui vont devenir la norme un peu plus tard dans l'industrie. Euh, ça fait longtemps que c'est le cas. Je pense pas que ça va être différent là, avec les enjeux climatiques et sociétaux là. Je pense que la tendance est là et puis c'est important aussi pour les entreprises, c'est ça comme je mentionnais un peu tantôt, là, de pas juste faire des promesses, mais d'être capable de démontrer ce qu'elles font là, dans ce sens-là. Puis à travers notamment donc la traçabilité. Donc c'est sûr que les donneurs d'ordre, les grands donneurs d'ordre vont avoir un rôle clé là, dans la mise en place de tout ça. Florent, j'imagine que vous aimeriez aussi compléter sur le sujet en ce qui a trait aux donneurs d'ordre. Qu'est-ce que vous voyez dans le marché? Oui, je confirme complètement ce que Martin vient de nous partager. Ça, c'est certain à 200%, Martin. Je rajouterais peut-être la pression de nos employés aussi. On le voit régulièrement. Tu parlais, je pense, en introduction, Gladys, la difficulté de main-d'œuvre qu'on a tous. Ben, je pense que ça, c'est une pression aussi. Donc, c'est un donneur d'ordre important que je vois. Et également, ben, on a parlé donc des portefeuilles d'investisseurs, on a parlé des gouvernements, on a dans une chaîne d'approvisionnement, puis je pense que Martin l'a touché, mais oui, on a le consommateur final qui est un donneur d'ordre, puis je pourrais vous partager plusieurs cas d'utilisation où maintenant le consommateur veut savoir, mais veut pas s'en faire passer là. Il veut avoir la vraie histoire du produit et ça, c'est le gros défi des entreprises parce que malheureusement, il y a des poursuites en ce moment qui sont à travers le monde de plusieurs compagnies et vous pourriez voir que même une compagnie ne peut plus dire qu'elle ne sait pas. Et là, il y a des poursuites qui ont été, enfin des compagnies qui ont perdu en cours parce que c'est devient du domaine public que, pareil, on le sait tous que dans l'or, ben, il y a des enfants esclaves au Congo malheureusement qui travaillent. Donc, vous devez faire une certaine due diligence pour le faire. Alors, c'était intéressant comme concept, c'est en train de changer et ça met beaucoup de pression donc aux industriels. Puis Martin l'a dit, dans une chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas juste le consommateur, il y a aussi les clients, les acteurs et tous, même le fournisseur. Le fournisseur va vouloir vendre son matériel à un client qui va l'utiliser d'une façon verte et inversement. Donc, les écosystèmes deviennent de plus en plus connectés vers le côté socio-responsable. On n'a plus le choix là. Je veux dire, c'est même plus la question est-ce qu'on y va ou pas, c'est on n'a plus le choix pour être en business, faut le faire là. Donc, autant bien le faire et autant, j'ai aimé ce que tu as dit, Martin, l'avoir comme avantage compétitif. Être le premier, en ce moment, c'est en train de se faire. Donc, vous allez être les premiers à le faire. Ben ça, c'est un avantage compétitif énorme. Vous allez créer le marché. Sur le plan de la conformité, c'est un des éléments dont vous avez parlé, Florent, tout à l'heure. Il y a évidemment de plus en plus de réglementations. Il y a beaucoup de certifications aussi vers lesquelles les entreprises peuvent aller. Un volet qu'on a peut-être un peu moins couvert dans notre journée d'aujourd'hui. Tous les deux autres facteurs, on a parlé beaucoup du E, on comprend bien, mais du point de vue social, gouvernance, vous assurez aussi la traçabilité de ces aspects. Comment ça se concrétise ou ça se matérialise plutôt? Oui, très très important le S et le G. En fait, encore une fois, il faut on va travailler beaucoup, on voit beaucoup de compagnies d'audit ou des vérificateurs qui travaillent dans ce domaine-là, les grandes ce monde, je peux les nommer les Bureau Veritas, les SGS. En fait, ces compagnies-là ont des capacités d'aller auditer un acteur d'une chaîne d'approvisionnement. Des fois, ce qu'on voit, c'est que les acteurs dans une chaîne d'approvisionnement vont faire de l'autodéclaration. On va avoir un questionnaire, puis on va amener nos pratiques. Vous voulez, par exemple, avoir une certification EcoVadis, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, dans certains cas, si vous voulez travailler avec des grands donneurs d'ordre, ils vous le demandent. Donc, vous faites une autodéclaration, puis ça s'arrête là, puis vous avez un score. Dans d'autres cas, l'autodéclaration, elle est auditée par un vérificateur externe. Puis alors, dans d'autres cas, il y a vraiment un vérificateur qui vient sur votre plancher, qui vient dans votre compagnie, qui vient voir là. Donc, plusieurs étapes qui permettent à la fin de divulguer une performance ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. Et en fait, après, la beauté, c'est de rendre toutes ces données-là visibles et puis de dire, ben voilà, j'ai ma tour de contrôle, je vois
la maturité de ma chaîne d'approvisionnement en termes de ESG et je suis capable de prendre action. Et c'est exactement là où les business sont en train d'aller. Très bien, très bien. J'ai quelques questions de nos participants. Euh, Est-ce que beaucoup de ressources internes doivent être mises à contribution dans un projet de traçabilité? Quel est l'effort qui est demandé à l'entreprise? Est-ce que c'est surtout vous, comme spécialiste, qui avez à intervenir ou c'est exigeant pour les entreprises? Je dirais que ça demande quand même un certain effort de la compagnie, un effort où elle va mettre à disposition des experts du domaine parce que vous avez l'expertise que des fournisseurs comme de traçabilité n'ont pas. Vous connaissez mieux que personne votre réalité d'affaires. Donc là, il faut des gens qui sont capables de donner, de diriger vers où aller chercher les données. Donc quand vous allez avoir des questions, quand on va comprendre vos besoins, puis quand on va dire, ben là, on a besoin d'aller chercher, par exemple, de se connecter à un ERP, ou d'aller dans un entrepôt pour aller voir des choses, on a besoin toujours d'être guidé. Donc c'est ce genre de ressources qu'une compagnie doit mettre à disposition pour guider le fournisseur de technologies de traçabilité. Après, la solution est prise clé en main, c'est-à-dire que les compagnies, on va faire ce qu'il faut pour aller chercher la donnée, on va créer les ponts technologiques quand il y a besoin d'en avoir, on a différents systèmes pour uploader, comme je disais, des données manuelles, etc. Donc la suite est prise en charge. On voit aussi des modèles où des compagnies ont leur propre service TI, puis très très fort, très costaud, puis c'est correct. Donc des fois, les compagnies peuvent elles-mêmes développer ces outils de TI pour aller chercher la donnée, se numériser, se digitaliser. Il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas-là, ben, on en fait moins, puis on s'occupe vraiment de valoriser la donnée. Donc les modèles dépendent en fonction d'où la compagnie va aller, mais c'est souvent des solutions clés en main. Donc l'entrepreneur n'a pas à se soucier, sauf à mettre à disposition des experts. Très bien. Alors, je Si, comprends. si je peux me permettre de rajouter aussi, je pense que ce qui est important ici, c'est pas tant ce que ça coûte ou les ressources qu'il faut mettre, mais ce que ça rapporte en bout de ligne. Je pense que tu sais, Florent l'avait mentionné un peu plus tôt, il faut faut inscrire ça dans la vision de l'entreprise et puis voir tu sais, l'impact que ça peut avoir. Je pense que c'est peut-être avant de dire ben, c'est trop de travail, ça va être trop difficile, il faut d'abord se demander est-ce que je vais avoir des bénéfices intéressants à faire ça, puis ensuite on regarde si les ressources à mettre concordent. Mais je pense que la plupart du temps la réponse est oui, ça vaut la peine de le faire. Alors il faut pas se laisser abattre là, par un projet qui a l'air très complexe ou en apparence. Là. Vous avez bien raison. En fait, ça nous ramène toujours aux bonnes questions d'avoir de l'ambition, d'avoir une vision et d'avoir des raisons fondamentales pour se lancer dans les projets auxquels on croit vraiment. Et ça m'amène en même temps à parler d'un autre sujet qui est fort important pour Investissement Québec, toute la numérisation des entreprises. Donc, j'entends que plus une entreprise a déjà avancé en matière de numérisation, plus elle risque d'avoir un avantage lorsqu'on parle de traçabilité. Alors, je me permets donc de placer l'une de mes expressions préférées, tout est dans tout. Alors, dès on aborde et qu'on avance sur une thématique, ça nous permet souvent de plus rapidement intégrer d'autres technologies et d'autres avantages pour l'ensemble des opérations d'une entreprise. Alors, il est déjà près de 9h15. Ce fut vraiment, vraiment fort intéressant, éclairant, pertinent. On se doute tous de l'importance des facteurs ESG, mais de comprendre comment on peut activer le tout et donner la valeur ajoutée, comme vous avez dit, et créer, valoriser en fait les données, l'information que l'on a et nos opérations. C'est vraiment ce que vous avez bien démontré aujourd'hui, Florent et Martin. Alors, merci beaucoup. J'apprécie énormément que vous ayez accepté d'être avec nous aujourd'hui, de partager votre savoir, autant du point de vue du donneur d'ordre, des investisseurs. Ce sont deux groupes qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre, évidemment, et dont toutes les entreprises doivent tenir compte des impératifs. Alors, merci beaucoup, Martin Lucier, investisseur en technologie propre, et Florent de chez Optel pour votre précieuse collaboration. Et merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Vous recevrez très bientôt 2 courriels. Un premier consistant en un sondage. On apprécie toujours beaucoup que vous répondiez, nous confirmiez les éléments que vous avez appréciés ou moins de nos événements. Et dans un deuxième temps, nous vous retournerons un autre courriel résumant la rencontre d'aujourd'hui avec les principaux éléments qui ont été discutés et la présentation de nos intervenants. Nos classes de maîtres feront relâche au mois de mai puisque nous tiendrons nos matinées Parlons Productivité qui auront lieu les 5, 12 et 19 mai où il sera abondamment question de productivité, d'innovation, de technologie propre, de productivité durable et d'approvisionnement. Donc, 3 demi-journées, des blocs de 2 heures à chaque jour, c'est jeudi les 5, 12 et 19 mai. Pour vous inscrire, visitez notre site web et vous verrez dans le carrousel un petit bandeau sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent et je vous souhaite une excellente journée.